Le 14 août 1942, au-dessus des eaux glaciales de l'Atlantique Nord, près de l'Islande, l'équipage d'un bombardier allemand Focke-Wulf 200 Condor scrutait l'horizon avec une confiance tranquille. Ces hommes avaient survécu à des dizaines de missions au-dessus de l'océan, traquant les convois alliés avec une efficacité redoutable. Soudain, leur mitrailleur arrière hurla dans l'interphone. Une silhouette inconnue plongeait vers eux depuis les nuages, se rapprochant à une vitesse terrifiante. L'appareil possédait une configuration jamais vue auparavant, avec 2 poutres de queue distinctes encadrant un fuselage central élégant et menaçant. Avant que le pilote allemand ne puisse réagir, le sous-lieutenant Elsa Schahan ouvrit le feu. Les mitrailleuses montées dans le nez de l'avion américain crachèrent 409 projectiles par minute, déchiquetant le Condor en quelques secondes. L'appareil ennemi bascula et plongea vers les vagues noires en dessous, laissant une traînée de fumée. C'était le premier engagement aérien américain réussi contre la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, et le monde venait de découvrir une machine de guerre révolutionnaire. Quelques mois plus tard, en Afrique du Nord, un pilote allemand solitaire se rendit aux soldats alliés près d'un camp en Tunisie. L'homme était dans un état d'agitation extrême, gesticulant frénétiquement vers le ciel. Les interprètes eurent du mal à comprendre ses paroles confuses, mais une expression revenait sans cesse dans sa bouche tremblante. « Der Gabelschwanz Teufel » le diable à queue fourchue. Ce surnom terrifiant désignait le Lockheed P-38 Lightning, un chasseur qui allait transformer le cours de la guerre aérienne et hanter les cauchemars des pilotes ennemis sur tous les théâtres d'opération. Mais comment cette machine extraordinaire avait-elle vu le jour ? L'histoire commence au début de l'année 1937, lorsque l'armée américaine publia une proposition circulaire portant le code X608. Le document, rédigé par les premiers lieutenants Benjamin Kelsey et Gordon Saville, contenait les spécifications les plus exigeantes jamais formulées par les forces aériennes américaines. Le chasseur devait atteindre une altitude élevée à une vitesse vertigineuse, transporter au minimum 450 kg d'armement et surtout dépasser les 570 km/h en altitude. De plus, l'appareil devait grimper à 6000 mètres en seulement 6 minutes. Ces exigences semblaient impossibles à satisfaire avec la technologie disponible à l'époque. Lockheed Martin releva le défi en formant une équipe d'ingénieurs ultra secrète qui allait devenir légendaire sous le nom de Skunk Works. Sous la direction de Hall Ibbard et du brillant Clarence Kelly Johnson, les concepteurs se mirent au travail dans une ancienne distillerie de Bourbon, isolée de l'usine principale. L'équipe examina plusieurs configurations bimoteurs, dont une disposition centrale avec des hélices contrarotatives. Cependant, aucun moteur américain de l'époque ne produisait suffisamment de puissance pour répondre aux critères ambitieux. Ibbard et Johnson prirent alors une décision audacieuse. Ils conçurent l'avion entier autour d'une paire de moteurs Allison V1710 à refroidissement liquide de 12 cylindres, équipés de turbocompresseurs et développant 1000 chevaux chacun. La configuration choisie était radicale, presque hérétique comparée aux chasseurs conventionnels. L'équipe opta pour un assemblage à double poutre, où les moteurs montés dans l'aile médiane s'étendaient vers l'arrière en 2 fuseaux de queue équipés de dérives jumelles, reliés par un empennage horizontal. Les hélices contrarotatives éliminaient le couple moteur, rendu possible par l'utilisation de moteurs inversés dont les vilebrequins tournaient dans des directions opposées. Au centre, une nacelle contenait le pilote sous une verrière en bulle, tandis que l'armement était regroupé dans le nez, une disposition inhabituelle pour un avion américain qui permettait aux pilotes expérimentés de tirer plus loin sans trajectoire de feu croisé. En juin 1937, Lockheed remporta le contrat avec son modèle 22, qui devint le prototype XP-38. La construction débuta en juillet 1938 dans les installations du premier Skunk Works. Bien que le contrat initial s'élevait à 163 000 $, les coûts réels atteignirent finalement 761 000 $, une somme colossale pour l'époque.
Parmi les 3 chasseurs américains exceptionnels de la Seconde Guerre mondiale, le P-47 Thunderbolt et le P-51 Mustang, le Lightning fut le premier à voler, avec plus de 2 années d'avance sur ses concurrents. Le vol inaugural eut lieu en janvier 1939 aux mains de Ben Kelsey lui-même. La machine démontra immédiatement des performances stupéfiantes qui dépassèrent toutes les attentes. 2 semaines après ce premier essai, Kelsey proposa de transférer l'appareil pour des tests supplémentaires. L'avion entreprit alors un vol de démonstration à travers tout le continent américain, de la Californie jusqu'à New York le 11 février. Lors de son arrêt final à Wright Field, le général Henry Arnold, commandant des forces aériennes, félicita chaleureusement le pilote, mais lui donna un conseil étrange. « Ne ménage pas les chevaux ». Profitant pleinement de cet encouragement, Kelsey poussa le chasseur à 675 km/h. Le Lightning établit un record de vitesse absolument phénoménal, en accomplissant la traversée en un peu plus de 7 heures, sans compter 2 escales de ravitaillement. Cependant, à son arrivée à Mitchell Field, les contrôleurs ordonnèrent à Kelsey d'atterrir derrière d'autres appareils. Forcé d'exécuter une approche lente et prolongée, le pilote se retrouva confronté à un problème critique. Le givrage des carburateurs provoqua une perte de puissance soudaine et catastrophique. Le prototype plongea brutalement, manquant la piste et s'écrasant dans un fracas de métal tordu. L'avion fut complètement détruit, réduit à un amas de débris fumants. Malgré cette catastrophe spectaculaire, Kelsey survécut miraculeusement et obtint même une promotion pour son vol record qui avait démontré le potentiel extraordinaire de la machine. Sur la base de cette performance légendaire, les forces aériennes commandèrent immédiatement un lot de 13 exemplaires de pré-série YP-38, accélérant considérablement les phases initiales du programme. Bien que le fabricant prit du retard sur le calendrier prévu, ces premiers modèles améliorèrent substantiellement l'appareil et positionnèrent Lockheed comme un important contractant de défense gouvernementale. Le premier YP-38 vola en septembre 1940, tandis que le dernier décolla en juin de l'année suivante. Ces appareils de pré-série, considérablement redessinés par rapport aux prototypes construits à la main, étaient plus légers et présentaient des modifications dans l'installation des moteurs. La rotation des hélices fut inversée, tournant désormais vers l'extérieur, ce qui améliora la stabilité du chasseur comme plateforme de tir. Malgré ce potentiel évident et prometteur, l'armée privilégiait la production des P-39 et P-40, nettement moins chers mais aussi beaucoup moins performants. Cette décision économique se révéla désastreuse. Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en décembre 1941, moins de 100 Lightning étaient disponibles pour défendre le pays et ses alliés. Personne n'imaginait alors que ces machines allaient devenir l'un des chasseurs les plus redoutables du conflit mondial. Les premiers combats en Afrique du Nord transformèrent l'enthousiasme initial en désillusion amère. Utilisé comme appareil de soutien tactique pour les forces terrestres, le Lightning fut contraint de combattre à basse altitude, rendant ce chasseur autrement puissant, vulnérable face aux agiles Messerschmitt 109 et Focke-Wulf 190 allemands. De nombreux pilotes se sentaient intimidés par la taille imposante et la complexité technique de l'appareil. L'ambivalence des forces aériennes envers ce modèle empêcha le Lightning d'exploiter sa portée supérieure et ses performances exceptionnelles en haute altitude lors de ses premières rencontres. Pourtant, c'était le seul chasseur en Europe capable d'escorter les bombardiers profondément en territoire ennemi. Cette sous-utilisation criminelle gaspillait le potentiel d'une arme révolutionnaire qui aurait pu changer la donne bien plus tôt. Tout changea radicalement dans l'immensité du Pacifique. Les moteurs à turbocompresseur du Lightning excellaient dans ce théâtre d'opération, garantissant un avantage décisif en altitude contre tous les adversaires japonais. Les chasseurs ennemis, optimisés pour la manœuvrabilité à moyenne altitude, se retrouvaient totalement impuissants face aux P-38 qui fondaient sur eux depuis des hauteurs inaccessibles.
Une quantité substantielle de Lightning fut rapidement déployée dans cette région où l'immense étendue géographique de l'Extrême-Orient et de l'Océanie rendait la portée exceptionnelle de l'appareil particulièrement précieuse. Les distances astronomiques entre les îles transformaient chaque mission en un défi logistique extraordinaire, et seul le Lightning possédait l'autonomie nécessaire pour patrouiller ces vastes espaces maritimes. La plupart des meilleurs as de l'armée américaine dans la campagne du Pacifique pilotaient des P-38, notamment Richard Bong, Thomas Maguire et Charles McDonald. Ces hommes accumulèrent des tableaux de chasse impressionnants, abattant des dizaines d'appareils japonais et devenant des légendes vivantes. Bong, à lui seul, détruisit 40 avions ennemis, un record absolu pour l'aviation américaine. Ces pilotes maîtrisaient parfaitement leur machine et exploitaient chaque avantage tactique offert par sa conception unique. Ils plongeaient depuis les nuages comme des rapaces métalliques, frappaient avec une précision mortelle, puis remontaient hors de portée avant que l'ennemi ne puisse riposter. Au-delà de ses missions quotidiennes dans la région, le Lightning allait jouer un rôle absolument vital lorsque les forces américaines décidèrent de venger Pearl Harbor. En avril 1943, une initiative du renseignement naval américain appelée MAGIC intercepta des communications japonaises cryptées. Les analystes découvrirent avec stupéfaction que l'amiral Isoroku Yamamoto, architecte de l'attaque de Pearl Harbor et commandant en chef de la flotte combinée japonaise, effectuerait une tournée d'inspection dans les îles Salomon. Cette information était une opportunité en or, peut-être unique dans toute la guerre. Le président Franklin Roosevelt résuma l'objectif avec une clarté brutale dans un ordre laconique. Liquider Yamamoto. Seul le P-38 pouvait accomplir cette mission apparemment impossible. Les planificateurs militaires calculèrent que l'interception nécessiterait un aller-retour de 1600 km au-dessus de l'océan et de territoires ennemis, une distance qui dépassait les capacités de tous les autres chasseurs alliés disponibles dans le secteur. 18 Lightning du 339e escadron de chasse du 347e groupe furent sélectionnés pour l'opération Vengeance. Ces appareils appartenaient à une variante spécialisée, le P-38G, équipé de réservoirs largables contenant du carburant supplémentaire. Sans ces modifications cruciales, la mission aurait été tout simplement irréalisable. Les préparatifs s'effectuèrent dans le secret le plus absolu. Les pilotes reçurent des instructions détaillées sur la route à suivre, calculées au kilomètre près pour éviter toute détection. Chaque minute de vol fut chronométrée avec une précision obsessionnelle. Les équipes au sol vérifièrent méticuleusement chaque boulon, chaque connexion, chaque système de chaque appareil. Aucune panne mécanique ne pouvait être tolérée, car l'interception devait se produire à un moment et un endroit extrêmement précis. Les météorologues analysèrent les conditions atmosphériques prévues, cherchant le moindre front nuageux qui pourrait compromettre la visibilité ou provoquer des turbulences dangereuses. Les cartographes étudièrent chaque île, chaque récif, chaque point de navigation sur la trajectoire prévue. Le matin du 18 avril, les 18 chasseurs décollèrent de Guadalcanal dans un silence radio absolu. Les pilotes volèrent à seulement 15 mètres au-dessus des vagues déferlantes pour échapper aux radars japonais installés sur les îles environnantes. Cette altitude extrêmement basse exigeait une concentration maximale et des nerfs d'acier, car la moindre erreur de pilotage aurait précipité l'appareil dans l'océan à une vitesse mortelle. Les embruns salés fouettaient les pare-brises, tandis que les moteurs rugissaient dans l'air humide et étouffant du Pacifique Sud. Pendant plus de 2 heures, les formations serrées traversèrent l'immensité bleue, chaque pilote scrutant constamment l'horizon à la recherche de patrouilles ennemies ou de l'objectif tant attendu. Soudain, les pilotes américains repérèrent leur cible à l'horizon. 2 bombardiers Mitsubishi Betty, escortés par 6 chasseurs Zéro, volaient en formation tranquille, totalement inconscients du piège mortel qui se refermait sur eux. L'amiral Yamamoto se trouvait à bord du premier bombardier, respectant scrupuleusement son horaire prévu avec une ponctualité fatale.
Les Lightning larguèrent immédiatement leurs réservoirs supplémentaires qui tombèrent en tournoyant vers l'océan, puis grimpèrent rapidement pour engager le combat. Les pilotes japonais réagirent avec une surprise totale lorsqu'ils aperçurent les chasseurs américains surgissant des vagues comme des spectres vengeurs. Le chaos explosa instantanément dans le ciel tropical. Les héros se lancèrent frénétiquement pour protéger les bombardiers vulnérables, mais la coordination américaine était parfaite. Tandis que ses coéquipiers détournaient l'attention des escorteurs japonais dans une mêlée aérienne féroce, le lieutenant Rex Barber poursuivit impitoyablement le bombardier de Yamamoto. Le pilote japonais tenta désespérément des manœuvres d'évasion, plongeant vers la canopée dense de la jungle, mais le Lightning possédait une vitesse supérieure écrasante. Barber se rapprocha méthodiquement jusqu'à obtenir une ligne de tir claire et parfaite. Il pressa la détente et ses mitrailleuses de calibre 50 crachèrent la mort avec une précision chirurgicale. Les projectiles déchirèrent le moteur droit du bombardier dans une explosion d'étincelles oranges, puis ravagèrent le fuselage et l'empennage. L'appareil japonais bascula violemment sur l'aile, enveloppé de flammes et de fumée noire. Le Betty plongea en spirale incontrôlable vers la jungle en contrebas et s'écrasa dans les arbres avec un impact dévastateur. L'amiral Isoroku Yamamoto, l'homme qui avait orchestré Pearl Harbor et terrorisé le Pacifique pendant des années, mourut sur le coup dans l'épave fumante. Son corps fut retrouvé plus tard par des soldats japonais, toujours attachés à son siège, la main crispée sur son sabre de cérémonie. L'opération Vengeance représenta la plus longue mission d'interception de chasse de toute la guerre. Les Lightning retournèrent à Guadalcanal après avoir parcouru cette distance incroyable au-dessus d'un territoire hostile, perdant seulement un appareil dans l'engagement. Ce succès tactique se transforma rapidement en victoire stratégique aux conséquences profondes et durables. La mort de Yamamoto porta un coup catastrophique au moral japonais et priva l'Empire de son stratège naval le plus brillant et expérimenté. Les amiraux qui lui succédèrent ne possédaient ni son génie tactique, ni son autorité incontestée. L'opération contribua indéniablement à préparer le terrain pour une victoire alliée dans le Pacifique en décapitant le commandement ennemi au moment le plus critique de la guerre. Mais le Lightning démontra également une polyvalence remarquable bien au-delà de ses missions de chasse pure. L'héritage de combat du P-38 demeure inégalé dans l'histoire aérienne américaine. Sa longue portée et son plafond élevé en firent un appareil de reconnaissance photographique exceptionnel, se classant juste derrière le Mosquito britannique. Les Lightning de reconnaissance capturèrent 90% des films aériens pris au-dessus de l'Europe à cette époque, documentant les positions ennemies, les usines, les voies ferrées et les fortifications, avec une précision invaluable pour la planification des bombardements stratégiques. Quelques Lightning furent également équipés d'une position de bombardier dans le nez, surnommée Droop Snoot. Ces variantes guidaient des formations entières de chasseurs-bombardiers vers leurs objectifs avec une précision bien supérieure au bombardement classique. Au-delà de son rôle de chasseur général, le Lightning se déclina en 18 modèles distincts, incluant chasseur-bombardier, chasseur de nuit et chasseur d'escorte à longue portée. Certaines versions servirent même d'éclaireurs pour les formations de bombardiers lourds. Le premier modèle disponible en quantité fut la variante F, avec des réservoirs auto-obturants et un blindage renforcé pour protéger le pilote. Bien plus tard dans le conflit, le P-38 apparut avec une vitesse maximale de 665 km/h et un plafond de 13 400 mètres, équipé d'un canon automatique de 20 mm et de 4 mitrailleuses de 12 mm et demi. Malgré toutes ces qualités exceptionnelles et cette polyvalence impressionnante, le Lightning souffrit d'une limitation cruciale qui compromit son impact global sur la guerre. Étant exclusivement fabriqué par Lockheed, sans possibilité de production sous licence par d'autres manufacturiers, le P-38 fut construit en quantité considérablement plus réduite que le P-47 ou le P-51. Environ 10 000 exemplaires furent produits au total, un chiffre dérisoire comparé aux dizaines de milliers de Thunderbolt et Mustang qui saturèrent les cieux européens. Cette sous-production chronique signifiait que de nombreux escadrons désireux de recevoir des Lightning durent se contenter d'appareils moins performants.
Les commandants sur le terrain réclamaient constamment davantage de ces chasseurs à double poutre, mais les usines ne parvenaient jamais à satisfaire la demande insatiable. Cette pénurie artificielle gaspilla tragiquement le potentiel d'une arme révolutionnaire qui aurait pu raccourcir la guerre de plusieurs mois, voire davantage. Imaginez si 15 000 ou 20 000 Lightning avaient déferlé sur l'Europe et le Pacifique dès 1942. Les bombardiers stratégiques auraient bénéficié d'une escorte à longue portée bien plus tôt, réduisant drastiquement les pertes catastrophiques subies lors des raids profonds en Allemagne. Les Japonais auraient été balayés du ciel pacifique avec une rapidité foudroyante, économisant des milliers de vies américaines. Au lieu de cela, les décideurs privilégièrent bêtement la production massive d'appareils certes moins chers, mais aussi nettement moins capables, diluant l'efficacité globale de la puissance aérienne alliée. Néanmoins, les Lightning disponibles accomplirent des exploits remarquables malgré leur nombre limité. Ces chasseurs effectuèrent ensemble plus de 130 000 missions dans tous les théâtres de guerre, accumulant des millions d'heures de vol au-dessus des océans, des jungles, des déserts et des montagnes. Tous leurs pilotes combinés abattirent davantage d'avions japonais que n'importe quel autre type de chasseur américain, établissant une domination aérienne incontestable dans le Pacifique. Chaque rencontre avec l'ennemi confirmait la supériorité technique écrasante du design révolutionnaire de Lockheed. Les pilotes japonais apprirent rapidement à craindre la silhouette distinctive à double poutre, sachant qu'affronter un Lightning signifiait probablement la mort. Après la capitulation japonaise et la fin des hostilités mondiales, le P-38 fut rapidement retiré du service actif. L'apparition des moteurs à réaction rendait obsolètes même les pistons les plus sophistiqués, et l'armée de l'air américaine se tourna résolument vers l'avenir avec des designs entièrement nouveaux. Les milliers de Lightning survivants furent soit ferraillés, soit vendus à des gouvernements étrangers pour quelques dollars symboliques. Cette liquidation brutale effaça presque entièrement une génération entière de machines de guerre qui avaient dominé les cieux pendant 4 années sanglantes. Quelques exemplaires échappèrent miraculeusement à la destruction et survivent aujourd'hui dans des collections privées ou des institutions, témoins silencieux d'une époque révolue. Pourtant, le Lightning resta tendrement gravé dans la mémoire de ceux qui le pilotèrent. Ces hommes qui avaient combattu aux commandes de cette machine extraordinaire gardèrent un attachement profond et durable pour leur monture. Le colonel Ben Kelsey, devenu une figure légendaire de l'aviation américaine, résuma parfaitement les sentiments de toute une génération de pilotes avec une description mémorable et poétique. Ce vieux clou confortable volait comme l'enfer, combattait comme une guêpe là-haut et atterrissait comme un papillon. Cette citation capture l'essence même du P-38 Lightning, un chasseur qui combinait puissance brute, agilité meurtrière et douceur de maniement dans un ensemble harmonieux et mortel. Si cette histoire du diable à queue fourchue vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir notre travail de recherche historique. Partagez vos réflexions et vos anecdotes personnelles dans les commentaires. Nous adorons échanger avec vous sur ces machines légendaires qui ont façonné notre monde moderne. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes sur l'aviation militaire et les combats aériens qui ont changé le cours de l'histoire. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les cieux tumultueux du XXe siècle.